Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Le chef de l'État a présidé aujourd'hui la 6e séance du Conseil des ministres. Et aux États-Unis, près de 1200 morts aux États-Unis ont été enregistrés en 24 heures pour cause du Covid-19. Bonjour à tous. Sous la présidence du président de la République s'est tenue aujourd'hui la 6e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions ont été examinées et adoptées. Écoutons à ce propos le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 6e séance du Conseil des ministres en ce lundi 6 avril 2020. Étaient inscrits à l'ordre du jour 3 questions. La première question concerne une communication au Conseil faite par le ministre de la Santé sur l'évolution de la pandémie du Covid-19 à Djibouti. Le nombre de cas testés positifs au Covid-19 au jour d'aujourd'hui s'élève à 89 cas, dont 9 patients considérés comme guéris après traitement et plusieurs tests de vérification, conformément au protocole de prise en charge mis en place par le Comité technique national de santé publique. Le ministère de la Santé continue à identifier les personnes contacts des cas positifs et leur fait subir des tests de dépistage. Le nombre de tests de dépistage effectués à ce jour s'élève à 2229 tests de dépistage. 1501 personnes sont de sexe donc masculin, les hommes, et 728 personnes, les femmes. Concernant les sites de quarantaine, l'hôpital Bouffar a été élargi par la mise en place de tentes ainsi qu'une structure de 3000 m² qui sera installée à l'hôpital d'Arta. L'hôtel Bellevue, l'hôtel Inma du PK12 et l'hôtel African Village seront utilisés pour le confinement pré-quarantaine des personnes suspectées. Des lots importants de respirateurs, des masques, des combinaisons médicales, des médicaments, surtout de la chloroquine, à raison de 60 000 unités, sont rendus disponibles. 10 000 autres unités de chloroquine sont à la commande. 800 000 masques ont été commandés, 1 million de gants sont disponibles, 10 000 lunettes médicales pour médecins et laborantins ont été également commandées. 118 respirateurs seront disponibles dans les prochains jours. Il y a 3 appareils PCR, des machines de test, qui sont opérationnels sur 5 disponibles. Ainsi, le gouvernement s'efforce de rendre disponible un maximum de matériel et de produits hospitaliers et médicaux pour d'abord parer à l'urgence et ensuite se préparer aux situations les plus difficiles. Le gouvernement continue aussi à appeler notre population à respecter l'obligation de confinement, à adopter les mesures barrières énoncées par le ministère de la Santé, notamment le respect de la distanciation sociale avec un minimum de 1,50 m entre soi-même et son interlocuteur, se laver régulièrement les mains avec du savon ou du gel, porter un masque, tousser dans son coude et appeler le 11-17 si la personne pense avoir des symptômes du Covid-19. En matière d'éducation, des dispositifs, des cours à distance ou téléenseignement ont été mis en place. Des cours télévisés pour tous les niveaux et toutes les disciplines à raison d'1 à 2 séances par discipline, par niveau et par semaine. Des cours radiodiffusés pour l'enseignement de base à raison d'1 à 2 séances par discipline, par semaine et par niveau. Une plateforme de e-learning a été également mise en place, ainsi qu'une plateforme Moodle pour la poursuite de la formation initiale de 522 élèves professeurs. Des fascicules adaptés pour les élèves des écoles rurales et ceux des réfugiés ont été donc imprimés. Des cours télévisés pour les élèves des écoles privées arabophones sont également en cours. Des fascicules pour les élèves des écoles bilingues ont été également imprimés. Des classes virtuelles pour les élèves de l'école d'excellence à travers l'application Zoom, acquise avec l'appui de l'ISA Djibouti.
En matière d'enseignement supérieur, il restait 5 semaines de cours à finaliser. Le ministre de l'Enseignement supérieur est en train de mettre en place des scénarios pour les rattrapages et les examens qui seront donc réalisés en fonction de la durée de la période de confinement. Dans l'immédiat, la période de confinement est prolongée d'1 semaine à partir du 9 avril 2020. Et le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, est également revenu sur le reste des questions qui étaient à l'ordre du jour de cette séance. Nous l'écoutons. Deuxième question est relative à une communication faite par le ministre de l'Économie sur les conséquences socio-économiques de la pandémie Covid-19. Le ministère de l'Économie, en coordination avec le ministère du Budget et de la Solidarité, a eu de nombreuses rencontres quotidiennes pour évaluer les impacts socio-économiques. 3 groupes de travail spécialisés ont été mis en place. Le groupe secteur public, le groupe secteur privé et le groupe secteur social. Ce comité a planifié des rencontres avec tous les représentants des catégories socio-professionnelles, les importateurs grossistes, les syndicats des fruits et légumes, bus, minibus, taxis et bajaj, les hôtelleries, les restaurants, les banques, les bâtiments, etc. Les principales mesures et enseignements tirés de la situation actuelle. Il faut dire que l'impact sur le budget immédiat est de l'ordre d'une perte de 26 milliards de francs Djibouti. Les dépenses liées à la crise sont d'environ 20 milliards de francs Djibouti. Les effets immédiats de cette crise, cette pandémie du Covid-19, c'est qu'environ 2000 emplois dans le secteur formel sont déjà touchés. Pour certains en chômage technique et pour d'autres chômage partiel et même pour d'autres aucun travail, donc aucune rémunération. Le risque sera plus important dans le secteur informel. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plus de 150 000 réfugiés non enregistrés qui vivent à Djibouti et sont également dans l'économie informelle. Un document final sera présenté dans les prochains jours afin de discuter de toutes ces questions avec nos partenaires, bilatéraux et multilatéraux. La troisième question concerne un projet de loi portant ratification d'un accord de prêt relatif au financement du projet de riposte au Covid-19. Compte tenu des urgences et des besoins exceptionnels occasionnés par la situation de pandémie au Covid-19, le gouvernement a sollicité un crédit d'environ 900 millions de francs Djibouti auprès de la Banque mondiale. Ce montant sera utilisé essentiellement pour l'acquisition de produits et de matériels médicaux supplémentaires, en plus de ce que le gouvernement a déjà dépensé en matière d'acquisition de ces produits et de ce matériel médical. Les bénéficiaires de ce projet sont toute la population djiboutienne, y compris les réfugiés, les migrants, le personnel médical et d'urgence, les laboratoires, ainsi que le centre de tests et les formations sanitaires dans tout le pays. En application de l'article 6 du règlement intérieur, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Youssouf, a convié le bureau de l'institution parlementaire en vue de déterminer la procédure et les modalités permettant à l'Assemblée nationale, nonobstant donc le rythme restreint, de voter les textes de loi de nature urgente et vitaux pour renforcer la lutte contre la pandémie du Covid-19 dans notre pays. Ainsi, le président Ahmed, la seconde vice-présidente, le secrétaire questeur et le secrétaire du bureau se sont entendus sur un ensemble de dispositions ayant pour dessein de protéger et préserver l'exercice démocratique du peuple aux lois de la République. Enfin, l'auditoire a relevé que ces mesures strictes sont valables que lors de l'examen des textes transmis en procédure législative spéciale ou d'exception, à l'image de ceux liés à la crise du coronavirus Covid-19, ainsi que lors du contrôle de l'action de l'exécutif. Toutes les autres activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, conformément au cadre de lutte nationale contre ce virus et les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé.
Le Doralé Multipurpose Port, le DMP, en étroite collaboration avec l'Union Générale des Travailleurs djiboutiens, l'UGTD, a organisé aujourd'hui au sein du DMP une importante séance de sensibilisation pour les dockers ou agents professionnels de manutention en cette période de crise du Covid-19. La séance a vu la participation du directeur général des ports, Jama Ibrahim Darar, du directeur du port Labour Service, Ousmane Hassan, du président du syndicat du port Labour Service, Barassa Moussa, du manager hygiène sécurité du DMP, également président de la commission Covid-19, Joël Nerveau, et du secrétaire général de l'UGTD, Saïd Yonis. À l'instar des autres institutions publiques ou privées du pays, le DMP a pris également toutes ses dispositions pour se prémunir contre cette pandémie. Un dispositif des plus complets a été mis en place dans les points de lavage des mains dans chaque périmètre du port, des agents pour la désinfection des véhicules ou locaux. Par la suite, les responsables sont tenus debout devant les 130 agents professionnels de manutention ou de cœur pour leur rappeler les différentes mesures barrières mises en place pour lutter contre le Covid-19. Encore augmenté. Le gouvernement de Djibouti a pris très tôt des décisions et de très bonnes mesures pour juguler ça. Mais encore faut-il les respecter. Que fait le port ? Le port, lui, il a mis en place très vite un comité de crise présidé par le directeur général, M. Djama, et l'ensemble des directions sectorielles. Le but, c'était de raccourcir les circuits de décision et de pouvoir très vite agir. Également, on a créé une équipe agent Covid de 30 personnes qui sont aux différentes gates pour contrôler, pour prendre la température, pour assister. Et nous avons mis derrière ça en place une procédure. Écoutons à présent les explications du directeur général des ports, Jama Ibrahim Darar. La journée rentre dans le cadre général de sensibilisation que nous avons entamé il y a plus de 3 semaines. Nous avons, comme je l'avais dit tout à l'heure, mis en place un comité de suivi. On a mis un certain nombre de préventions dans tous les domaines. Et c'est dans ce cadre-là, nous avons formé plus de 100 personnes issues de l'APM. Parce que comme je disais tout à l'heure, le nom de docker n'existe plus. C'est des agents de manutention professionnelle. Et comme son nom l'indique, on veut professionnaliser ce métier et c'est la raison pour laquelle nous avons déjà commencé donc avec l'appui du ministère de la Santé, avec nos équipes spécialisées des pompiers qui sont justement en train de travailler avec nous. Nous avons aussi formé des gens du port pour la communication, pour comment est-ce qu'on peut expliquer à tous ces gens-là la meilleure façon d'éviter la maladie. Parce que comme vous le savez, la maladie, c'est une maladie universelle en fait. C'est une maladie qui touche tout le pays. Et la seule chance qu'on a, c'est de respecter les consignes qui ont été données. Et nous nous efforçons donc de respecter ces consignes à tous les niveaux. Je pense que cette journée est une des journées comme toutes les autres journées. On va continuer à sensibiliser d'heure en heure. D'une journée à l'autre. Et donc, c'est un travail continu. Parce qu'il est difficile, avec de mauvaises habitudes, avec des habitudes en tout cas, de nettoyer le main tout le temps. Il faut s'approprier. Donc, ce n'est pas une chose facile, dans le sens où il faut inculquer une certaine discipline. Et la discipline n'est pas non plus notre fort. Et donc, mais les gens sont là. Donc les gens comprennent avec nous que nous devons tous travailler ensemble. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. La suite de notre journal, c'est juste après ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Et les sujets donc d'actualité dominants cette semaine et la semaine dernière, bien sûr, c'est la pandémie du Covid-19. Djibouti donc a été touché que très récemment, mais déjà donc 80 cas donc ont été positifs, ont été donc rapportés. Et le gouvernement djiboutien a mis en place donc un système de mesures drastiques donc pour se prémunir contre cette pandémie et a mis en place un confinement général. Et comment donc la société djiboutienne vit ce confinement? Pour nous en parler, nous avons avec nous donc un enseignant en sciences sociales et sciences humaines, Gaïd donc Hassan Elmi. Bonjour. Et donc vous qui êtes sociologue, comment la société djiboutienne vit-elle cette pandémie du Covid-19 en général? Bonjour Ahmed, et tout d'abord merci de l'invitation. En fait, pour répondre à cette première question, comment la société vit cette phase de pandémie, on peut être fidèle à une analyse chronologique. Tout d'abord, on est passé par une phase de déni. On se disait que l'éventualité de l'arrivée du Covid-19 à Djibouti était peu probable. C'est un mal qui touche des contrées éloignées. Nos supposés résistants génétiques d'Africains alliés aux conditions climatiques allaient nous empêcher. Après cette première phase, on est passé finalement à une phase d'acceptation, surtout lorsque les premiers cas de Covid-19 djiboutiens sont déclarés. Et cette phase d'acceptation a fait que les gens ont adopté de nouveaux comportements, tels que accepter les mesures barrières, porter un masque, donc des comportements que nous n'avions pas au début. Cette phase d'acceptation a été aussi accompagnée par l'intérêt pour l'information fiable. C'est pour ça que les points presse du ministère de la Santé est très suivi, très partagé sur les réseaux sociaux, parce que finalement, on a compris l'ampleur de la maladie à l'échelle nationale. Et la troisième phase, ça a été une phase de déploiement de stratégies pour justement contrer cette maladie,
Et voilà. Donc, après le choc psychologique, il a fallu relever pas mal de défis. Tout d'abord, un défi d'ordre sanitaire. Et là, je tiens à saluer l'abnégation du personnel de la santé qui se consacre beaucoup pour prendre en charge ces malades. Ce défi sanitaire a amené à créer des centres de soins dédiés spécialement à ces malades. Après, on peut analyser sous un angle des politiques publiques. C'est un défi pour tout ce qui est la sécurité publique. Il faut éviter la propagation de la maladie. C'est les mesures de restriction, de circulation, de fermeture des lieux de regroupement obéissent à ces défis-là. L'autre défi, c'est évidemment un défi d'ordre économique aussi, parce qu'il s'agit de résorber l'impact économique de cette pandémie pour les couches sociales les plus vulnérables. Alors, quelle lecture ou quelle analyse sociologique peut-on faire de l'impact social de cette pandémie sur notre société? Tout d'abord, il faut remarquer que c'est une situation sociale assez inédite que nous sommes en train de vivre, surtout peut-être pour ceux qui sont de ma génération, et a fortiori des générations plus petites, parce que c'est la première fois que nous sommes confrontés à un confinement, à rester chez vous, à des mesures de limitation de l'accès à tout ce qui est à la circulation. Donc c'est une mesure, tout d'abord, c'est une situation sociale très inédite. Maintenant, l'impact, on peut le mesurer tout d'abord au niveau social en termes de chamboulement. Nos pratiques culturelles ont été un peu chamboulées. Bon, comme vous le savez bien, nous sommes une culture du contact tactile, on se salue, on fait des accolades. C'est une culture de la communication. Les gens parlent beaucoup dans le bus, se rendent visite. On avait l'habitude de prier en groupe. D'un coup, excusez-moi pour le jeu de mots, toutes ces pratiques culturelles ont été amenées à être mises en quarantaine. Par la suite, au début, il y a eu une résistance à la fois culturelle et psychologique parce que c'est inédit, c'est nouveau. Mais finalement, les gens, grâce à la pédagogie des personnes que vous avez invitées sur le plateau, ont compris le bien fondé de ces mesures-là. Donc tout d'abord, c'est une mesure en termes de pratiques, de modes de vie culturels. Après, ça a eu un impact sur ce que nous appelons dans notre jargon les sociabilités. C'est-à-dire, on entendait tout à l'heure l'idée des distances. Il faut garder une distance sociale de 1,5 mètre. À côté de cette distance physique, il y a une distance qui est sociale et qui est symbolique. C'est le fait que, par exemple, on n'a pas le temps de voir nos parents qui sont à l'autre bout de la ville. Les gens ne peuvent plus se rendre visite. Les collègues avec qui on prenait le café au bureau, on n'a plus le temps. Donc, voilà, à côté de la distance physique entre deux personnes, il y a une distance plus symbolique qui a été créée. Bizarrement, à côté de la distance, il y a l'effet inverse au niveau familial. Ça crée une certaine cohésion. Par exemple, les parents, pour des raisons de contraintes professionnelles, qui n'avaient pas beaucoup le temps de voir leurs enfants, sont amenés maintenant à partager. Donc, on a ces paradoxes, à la fois distance et en même temps cohésion. Et le dernier impact, pour ce qui est de comportement, avec le confinement, et les individus ont été amenés à gérer 3 facteurs. Le temps, parce qu'on a un temps disponible, l'espace, on est confiné, tout le monde se retrouve, et il faut gérer aussi les relations sociales. Ça peut être supporter les humeurs des uns et des autres, redécouvrir les autres, partager plus de temps avec les enfants. Laisser temps libre, vu qu'on n'est plus astreint au travail, il faut aussi l'investir. Ça peut être pour des activités de développement personnel. Donc finalement, les individus ont été amenés à gérer ces 3 facteurs, temps et espace. Un nouveau mode de vie, quoi. Un nouveau mode de vie, quoi, voilà. Et surtout, ça a mis en exergue notre solidarité légendaire, ancestrale, parce que nous voyons qu'au niveau institutionnel, la solidarité impulsée par l'État est mise en œuvre, mais surtout, il y a aussi la solidarité informelle. Donc ça a revivifié notre solidarité assez ancestrale. Et donc, parlons du confinement. Quel conseil donner donc aux personnes pour surmonter justement cette phase du confinement, pour certains positif, mais pour d'autres pas très facile? Tout à fait, vous avez raison. L'impact n'est pas égal pour tout le monde. Maintenant, quelques conseils. Tout d'abord, faire preuve de patience en se disant que ça viendra dans l'ordre, Inch'Allah. S'en remettre à Dieu, qu'il nous préserve de cette pandémie, qu'il guérisse nos malades, qu'il nous débarrasse le plus tôt. Maintenant, peut-être pour surmonter cette crise peut-être psychologique, il faut investir ce temps libre pour des activités fructueuses. Ça peut être lire, écouter, voir, renforcer sa spiritualité. En tout cas, ce temps disponible, il faut l'utiliser à bon escient pour surmonter ça. L'autre aspect psychologique, c'est qu'il faut apprendre aussi de temps en temps à se déconnecter un peu de cette pandémie et vivre aussi de façon plus ou moins sereine en disant que ça passera. Parce que si l'essentiel de la communication, du débat tourne autour des virus, de la pandémie, ça contribue à créer une communication, un climat assez oxygène.
Merci donc à vous, Reid Hassan Elmi. Je rappelle que vous êtes enseignant en sciences sociales et sciences humaines. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Dans le reste de l'actualité, donc suite à l'exemple donné par le président de la République et qui a été le premier contributeur à cet élan de solidarité, la société des hydrocarbures de Djibouti, la société donc importateur de cadres particuliers, la société Harmonica, ont tous remis aujourd'hui sous forme de chèques leur contribution destinée à lutter contre la pandémie du Covid-19. La Société internationale des hydrocarbures de Djibouti a remis un montant de 100 millions de nos francs. La Société des importateurs de cadres particuliers a versé un montant de 21 millions et enfin la Société Harmonica un montant de 5 millions de nos francs. Cet élan de solidarité légendaire des Djiboutiens est lancé même dans les quartiers populaires. Des comités s'activent pour récolter des fonds en faveur de la lutte contre le Covid-19. Et par la suite, donc, le représentant du ministère de la Santé est revenu sur cette journée chargée encore une fois en émotion et a exhorté donc les commerçants de la place à faire de même et être solidaires en cette période de crise. On l'écoute. Au nom du ministère de la Santé, je vous fais part de ma plus sincère gratitude pour la contribution de l'établissement public, à savoir l'hydrocarbure, ainsi que les sociétés privées telles que la société particulière de CAT, ainsi que la société Harmonica. Cette participation financière aura un impact majeur dans la prise en charge et la lutte de cette pandémie qu'est le Covid-19. Donc j'exhorte à tous les établissements privés ainsi que la société civile de participer à cet élan de solidarité initié par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Encore une fois, merci pour votre générosité et votre soutien. Et poursuivant donc sur cet élan de solidarité lancé par le président de la République, le président de l'annexe RPP du quartier 5, Souleymane Ali Daher, a contribué personnellement une somme de 100 000 francs de Djibouti pour participer à cet élan de solidarité. En effet, c'est dans ce contexte que le président de l'annexe, Souleymane Ali, a fait hier une déclaration pour appeler également les généreux donateurs à contribuer ce qui est de leur volonté pour se mettre aux côtés du chef de l'État. Il a ainsi déclaré que la solidarité va toujours être la devise de notre pays afin de lutter ensemble contre cette maladie qui a paralysé le monde entier. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été hospitalisé pour des examens testés positifs au Covid-19 il y a 10 jours. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été hospitalisé hier pour subir de nouveaux examens, ont annoncé ses services. Sur les conseils de son médecin, le Premier ministre a été admis à l'hôpital pour des examens, a déclaré Downing Street dans un communiqué précisant qu'il s'agit d'une mesure de précaution car Boris Johnson présente des syndromes persistants du coronavirus depuis 10 jours. Boris Johnson, 55 ans, a été mis en quarantaine dans sa résidence de Downing Street depuis qu'il a été diagnostiqué au Covid-19. Le 26 mars dernier, il a continué à présider les réunions quotidiennes sur la réponse britannique à la pandémie et a diffusé plusieurs messages vidéo pendant sa quarantaine. Et dans un message diffusé vendredi, il avait déclaré qu'il se sentait mieux, mais qu'il avait encore de la fièvre. Le Premier ministre britannique a reçu des conseils médicaux par téléphone au cours de sa maladie, mais le fait de se rendre à l'hôpital permet aux médecins de le voir en personne. Selon un dernier bilan publié dimanche, 4 934 personnes sont décédées de nouveau coronavirus dans les hôpitaux britanniques et 47 806 contaminations ont été officiellement recensées. En seulement 24 heures, les États-Unis comptent plus de 1200 morts. En 24 heures, 1200 personnes sont décédées aux États-Unis, selon les chiffres dévoilés hier. Les autorités sanitaires ont prévenu que la semaine prochaine serait un moment comme Pearl Harbor, comme le 11 septembre dans tout le pays. Hier, donc, 1200 personnes supplémentaires sont mortes du Covid-19 en 24 heures, selon le comptage publié par l'université Johns Hopkins. Le pays a recensé 337 072 cas d'infection et déplore 9 633 décès selon cette base de données. L'administrateur fédéral des services de santé publique a
préparer l'opinion publique. Au pire, la semaine prochaine sera un moment comme Pearl Harbor, sauf que ce ne sera pas localisé, ce sera dans tout le pays, a-t-il prévenu. Pour sa part, le président Trump a averti que les Américains devaient s'attendre à un bilan terrible de morts lors du pic pas encore atteint de l'épidémie. Donald Trump a cependant rappelé sa volonté de relancer l'économie. Nous voulons faire retourner les gens au travail, tout le monde veut revenir, nous voulons ouvrir le pays aussi vite que possible, a-t-il souligné. Et enfin, un tigre d'un zoo de New York testé positif au coronavirus. Un tigre malais de 4 ans et pensionnaire du zoo de Bronx à New York, États-Unis, a été testé positif au Covid-19, rapporte l'institution. Le félin aurait contracté cette maladie auprès d'un des gardiens du zoo qui ne présentait alors aucun symptôme. Par ailleurs, 2 autres tigres et 3 lions d'Afrique souffrent de toux sèche et ces animaux devraient se rétablir complètement, affirme le zoo. Les 4 zoos et l'aquarium de New York, métropole dont le nombre de décès dus au virus a dépassé les 4000, sont fermés depuis le 16 mars. Fin mars, un chat a été infecté par le nouveau coronavirus en Belgique, contaminé par son maître qui était malade, et selon les autorités sanitaires belges qui avaient alors exclu tout risque de contamination de l'animal à l'homme. C'est tout pour cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.